Donc, je suis Marie-Catherine Saint-Ouen, je suis la principale du collège Froissart à Kievrechin. Cette année, nous accueillons 450 élèves dans l'établissement. La priorité de cette année, ça reste l'apprentissage des fondamentaux, notamment pour les élèves de 6e et de 5e, avec la mise en place des groupes de besoins pour accompagner au mieux les élèves et les faire réussir au mieux. Nous avons aussi d'autres projets liés à la citoyenneté et puis à l'éducation culturelle. La lutte contre le harcèlement est aussi une des priorités. Nous avons cette année obtenu le niveau 2 du plan phare, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre d'actions qui nous permettent de sensibiliser à la fois les familles et les élèves sur cette problématique. Et dans le département du Niort, il n'y a que 9 établissements qui ont obtenu ce niveau de labellisation. Donc on peut être très fier de ce travail qui a été mené au sein de l'établissement. Pour les 3e, notre priorité reste bien sûr la réussite au brevet qui a des modalités d'obtention différentes cette année. Donc on va bien travailler avec les élèves sur ces différentes modalités et bien sûr après l'orientation pour construire leur projet professionnel, quel qu'il soit. Le tout c'est que les élèves soient des élèves épanouis et qui puissent réussir dans la filière qu'ils ont choisie. En ce jour du 24 août 2025, nous sommes réunis devant cette stèle, comme il est de tradition depuis 2014, pour commémorer les événements de la journée du 24 août 1914 qui se sont déroulés à Crespin ce jour-là. Aux environs de 9 h, les premiers incidents se produisent au Grand Pont sur l'Ogno, où sont postés 13 douaniers de la 2e compagnie du 2e bataillon des douanes de Valenciennes, qui voient arriver dans leur direction les troupes allemandes venant par la Belgique. Après une vaillante résistance, les douaniers se rendent compte qu'ils risquent d'être encerclés par les Allemands, qui, ne pouvant franchir le pont, franchissent l'Ogno quelques centaines de mètres de part et d'autre du pont. Les douaniers, tout en continuant le combat, se replient dans Crespin et se dispersent afin d'échapper à l'ennemi. Le 26e régiment d'infanterie territoriale, en provenance de la Mayenne, arrivé à Valenciennes le 23 août et dirigé le 24 août sur Condé-sur-Escaut en renfort du 127e régiment d'infanterie. Arrivé à hauteur de Fresnes-sur-Escaut, le commandant Aureilly, commandant le 2e bataillon, reçoit l'ordre de se diriger vers Crespin, où l'ennemi a été signalé. Arrivant à Vic, où il laisse la 5e compagnie en réserve, il se dirige vers Crespin avec les 7e et 8e compagnies. À l'entrée ouest de Crespin, il est pris sous le feu violent des mitrailleuses allemandes positionnées dans les dernières maisons du village. Voyant ses effectifs fondre, il donne l'ordre de battre en retraite avant d'être tué. Les événements de Blanc-Misseron. Le 24 août 1914 matin, les douaniers postés près du passage à niveau de Blanc-Misseron sont en alerte et surveillent les environs de l'usine Aubec, l'horizon de la route vers Crespin ainsi que le prolongement de la voie ferrée vers la Belgique. C'est sur ce terrain que douaniers, gendarmes, quelques artilleurs évadés et quelques soldats britanniques vont s'opposer vaillamment à l'ennemi. Vers 9 h du matin, la première incursion d'une troupe de Uhlans a lieu en avant de la gare. Elle est refoulée vers la Belgique. Peu de temps après surgit une importante colonne d'infanterie allemande, dont le but probable est de s'emparer de la gare. Un peu plus tard, une cinquantaine de soldats allemands venant de Crespin foncent et sont stoppés par les tirs commandés par le capitaine Bonnet, qui font 20 à 25 tués et blessés parmi les Allemands. Ensuite, pendant environ 4 heures, Français et Britanniques vont livrer bataille contre les Allemands dans Blanc-Misseron. C'est au cours de ces combats que seront tués les douaniers Le Filastre, Ernest et Beaugrand Louis, les gendarmes Legros Émile et Castelin Paul, les artilleurs de Grugillier René du 1er RA et Géniaud Michel du 40e RA. Les Français et Britanniques sont contraints de se replier face
aux importantes troupes allemandes qui progressent en direction de Quiévrechin. Depuis leur entrée dans Crespin, les avant-gardes allemandes incendient et pillent nombre de maisons ainsi que la gare. Les corps des soldats français tués sont jetés dans une maison en flammes, dont celui du gendarme Legros qui n'était que grièvement blessé. Crespin restera occupé par les Allemands pendant toute la durée de la Grande Guerre et sera décoré de la Croix de guerre de 1914-1918. Au cours de cette journée du 24 août 1914, 6 Crépinois seront également tués par les troupes allemandes dans Crespin. Monsieur Béraud Antoine, à son domicile, Grand Rue à Crespin. Monsieur Declerc Frédéric, à son domicile à Blanc-Misseron. Monsieur Descamps Jules, au lieu-dit Les Enclosies. Monsieur Annecart Cyril, route de Blanc-Misseron. Monsieur Ardouin Vincent, à son domicile à Blanc-Misseron. Monsieur Navot Robert, à son domicile chemin des Ateliers. Toutes les victimes du 24 août 1914 seront inhumées au cimetière de Crespin. À l'issue de la guerre, certaines familles ont ramené les dépouilles de leurs morts dans leur lieu de résidence. En 1935, une directive a imposé le transfert des tombes restant dans le carré militaire français de Crespin au cimetière militaire de Saint-Roch à Valenciennes. Aujourd'hui, à la demande des familles, sont restées au cimetière de Crespin les tombes du commandant Aurélie et du soldat Munsinger. Crespin restera occupé par les troupes allemandes jusqu'au 6 novembre 1918. Le 16 septembre 1920, Crespin sera décoré de la Croix de guerre 1914-1918 avec citation à l'ordre de l'armée. The tankard high, my friend, where tales and laughter never end. The fire roars, the ale does flow in this fine hall where spirits glow. Oh, sing a tune and clap your hand, we're the merriest lots in all the land. Through mead and wine our voices blend in the tavern's heart where nights transcend. The minstrel plays the lute so sweet, the maidens dance with nimble feet. A hurdy-gurdy hum so bright, we revel deep. Bonjour, donc je vous accueille ici à Saint-Hébert, un petit village de 330 habitants, sur un terrain d'à peu près 1 hectare, où on accueille 115 reconstituteurs historiques d'un campement typique bourguignon, avec tout des tentes historiques, tout le matériel et la vaisselle, ainsi que tout ce qui est archerie, poterie, médecine, didactique sur la cuisine. Chacun cuisine ses repas tout au long du week-end afin de pouvoir faire découvrir à un plus grand nombre la vie de Caen à l'époque. Sing a tune and clap your hand, we're the merriest lots in all the land. Through mead and wine our voices blend in the tavern's heart where nights transcend. Cette année, nous avons plusieurs types de canons. Donc il y aura les traits de poudre, il y aura les gros canons. Donc ce sont tous des canons factices
sans projectiles à la poudre noire. Ce qui nous permet de faire des petites démonstrations du plus petit jusqu'au plus gros canon que nous avons ici sur ce camp. Sing a tune and clap your hand with the merriest lots in all the land. Through mead and wine our voices blend in the tavern's heart where nights transcend. L'association Joux-Thébertoise a été créée en 2019 avec comme président Massimo Scache. À l'époque, il était venu me voir pour pouvoir créer une fête médiévale sur la commune. Et c'est tout bonnement, naturellement, que je l'ai accepté, que je l'ai aidé à créer cette association et à mettre en place les Joux-Thébertoises. Et on est accueillis chaque année de très agréable façon, ce qui fait qu'on revient. On revient tous les ans. Saint-Hébert est un très chouette village. Oui, nous essayons de fidéliser les gens et garder toujours ce premier week-end d'août pour la festivité de la fête médiévale. Avant toute chose, c'est vraiment une bande de copains qui se retrouvent le temps d'un week-end pour profiter d'un camp médiéval et de profiter un maximum avec le public et d'expliquer vraiment la reconstitution du 15e. Frédéric Floret, je suis vice-président de la Fédération de pêche du Nord et de protection du milieu aquatique. Alors la pêche en France, elle est organisée en un grand réseau. Il y a une fédération nationale, une fédération départementale, on en a un peu plus de 90. Et puis ensuite, on a des associations locales qu'on appelle des AAPPMA. On en a 84 sur le département qui gèrent en fait une partie des cours d'eau avoisinants, étant communales ou autres en fonction des conventions qui sont établies. Alors la Fédération de pêche du Nord, elle a plusieurs objectifs. La première, c'est en fait, elle représente l'ensemble des pêcheurs amateurs du département. Et ensuite, elle coordonne l'ensemble de ces réseaux, de ces associations. Elle met en place également différentes actions, notamment la restauration écologique du milieu, donc zone humide, effacement de barrages, continuité écologique, éducation à l'environnement, donc avec notamment des ateliers pêche nature, qui a pour but d'éduquer à l'environnement, mais surtout d'apprendre différentes techniques de pêche sur le site.
Bonjour à tous, c'est Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bien entendu, tout le monde nous connaît par les vidéos YouTube de prévision de migration, tous les mardis, tous les vendredis, par MigTracker, qui est un formulaire qui permet de recevoir chaque jour le récapitulatif national de la migration. Mais on a aussi une boutique et on est développeur, fabricant, distributeur de produits et d'équipements pour la chasse à la hutte. Anthony, salarié à Tout pour la Hutte. Donc là, vous êtes sur le stand spécialement gibier d'eau et pigeons, et il y a aussi des accessoires. Philippe Mégal, je suis le président de l'association des chasseurs de pigeons du département du Nord. Le pigeon, c'est une chasse populaire et puis voilà, elle est accessible à tous et à toutes. C'est aussi une chasse qui permet d'être régulée. Pourquoi? Parce que c'est un gibier qui est classé nuisible pour les agriculteurs sur certaines cultures, donc il faut la réguler. Ce week-end est très satisfaisant. Il y a eu beaucoup de visites, beaucoup d'acheteurs. Les 23 exposants présents et associations sont très contents. Les démonstrations de chiens d'arrêt ont plu à tout le monde. Donc je suis Pierre Bond, je suis le président de l'association des piégeurs agréés du Nord et des gardes assermentés. Quand on parle de gardes assermentés, ce sont les gardes de chasse, les gardes de pêche, les gardes des bois et les gardes de la voirie routière. Nos fonctions, c'est justement aussi la régulation des espèces exodes. On intervient beaucoup chez les particuliers, quand il y a des renards qui vont faire des dégâts dans les poulaillers, des fouines qui vont dans les greniers faire aussi des dégâts, aussi pour la lutte du rat gondin, du rat musqué. Donc il faut savoir que dans les années 80, le département du Nord, nous n'avons pas de renards et presque pas de fouines. Depuis maintenant les années 80 qui sont arrivées, on piège à peu près régulièrement, on régule à peu près régulièrement à environ entre 6 et 7 000 renards par an. C'est les réguler avec des pièges, mais qui sont en général des pièges sélectifs. Pour le renard, ce qu'on appelle le collet à renard, c'est un collet qui va prendre le renard au cou, mais qui ne peut pas être étranglé. Il y a une butée qui est spécifique pour empêcher l'étranglement. Donc l'animal est maintenu, mais ne peut pas mourir. Ou des pièges à lacets, c'est-à-dire quand tu vas mettre sa patte sur un piège, quand le piège va se déclencher, il y a un lacet qui va se mettre autour de la patte du renard. Le piège, lui, va se défaire et le renard n'est maintenu que par un câble à la patte, ce qui évite d'avoir des blessures éventuellement. Comme ça, si éventuellement c'est un chien qui serait pris éventuellement, donc on peut le relâcher sans qu'il y ait aucun dégât. Alors, le sanglier, là, bien sûr, c'est une espèce actuellement, elle est considérée comme nuisible dans le département du Nord, par arrêté préfectoral. Il ne peut pas être piégé. Donc la régulation ne peut se faire que par le tir, puisque le sanglier ne peut pas être interdit au piégeage. Sauf qu'il faudra un arrêté spécifique du préfet, si vraiment il y a des quantités énormes, qui pourrait nous donner une certaine autorisation pour le piégeage, mais autrement le sanglier n'est pas piégeable.
Cantillon Cyprien, je suis spécialisé dans la régulation des nuisibles et plus spécifiquement pour ma part en tant qu'apiculteur, la très grosse partie frelon asiatique qui est classée nuisible, qui est très dangereux pour l'écosystème car c'est un très gros prédateur sur tout ce qui est insectes et notamment nos malheureuses abeilles qui en payent les conséquences en ce moment car on a une très grosse activité du frelon asiatique cette année. Le frelon asiatique il travaille en deux phases. Il y a la première phase qui se passe au printemps, c'est tout ce qui est nid primaire, c'est des nids qu'on peut retrouver dans des tas de bois, dans des hangars abandonnés ou à basse hauteur, on va dire. C'est la reine fondatrice qui a sorti d'hivernage, qui commence à créer son propre nid, à faire son propre élevage au début. C'est elle qui entretient ses premières ouvrières et après, une fois qu'il y a assez d'activité dans le nid, c'est les ouvrières qui prennent le relais pour l'élevage et la survie de la colonie. Arrivé à une certaine période, le nid primaire va devenir trop gros, assez gros, il va y avoir assez d'activité, donc elles ont un instinct de, on va dire, plus ou moins de survie. Elles savent que s'il y a trop d'activité, elles vont se faire détecter, donc elles génèrent ce qu'on appelle un nid secondaire. Les nids secondaires, c'est les gros nids comme vous avez là en démonstration. C'est les nids qu'on va retrouver très souvent en haut des arbres. Une fois que la reine a migré, forcément ils ne vont pas abandonner tous leurs frères et sœurs qui sont encore dans le nid primaire. Donc les ouvrières vont jongler sur les deux nids jusqu'au moment où le nid primaire sera vidé de toutes ses ouvrières et tout le monde fera la migration dans le nid secondaire. Un nid de frelon asiatique, ça peut contenir facilement 2000 individus. Sur la durée de vie d'un nid de frelon asiatique, ça peut consommer entre 10 et 12 kg d'insectes. 10 à 12 kg d'insectes, c'est une colonie d'abeilles qui disparaît pour un nid de frelon. Alors un nid comme ça, s'il n'aurait pas été neutralisé, c'est un nid qui peut sortir potentiellement 200 reines fondatrices pour l'année suivante. C'est un rassemblement des pêcheurs et des chasseurs qui est très intéressant. Beaucoup de matériel, des démonstrations pour les chiens. Au niveau pêche, la fédération est présente avec un simulateur de pêche dont nous avons fait l'acquisition. Et nous avons pas mal de personnes qui viennent tester cette pêche. On n'a rien à reprocher, au contraire, c'est vraiment très bien. C'est très bien passé, on a eu à disposition tout le matériel dont on avait besoin. Et ça va très bien. Je leur souhaite une bonne année de chasse, d'avoir du gibier, chose que maintenant ça se raréfie. C'est toujours pareil, il n'y a que le gros gibier, le sanglier qui prolifère. Tout le reste, faisan, lapin, perdreau, c'est en diminution constante. Voilà. Le gros gibier, ça c'est autre chose. Voilà. Et question sécurité, un petit point. Ah oui, question de sécurité, il faut respecter les normes de sécurité. Ça c'est impératif. Bonjour, je suis justement venu voir sur Crépin ce salon et puis féliciter tous ceux qui ont contribué à son organisation. C'est du travail en territoire rural que de mobiliser au cœur de l'été les bonnes volontés pour organiser ce type de manifestation. Comme vous l'avez indiqué, plusieurs thématiques sont représentées ici, bien évidemment la chasse, la pêche, mais la biodiversité et la fête de la nature de manière plus générale, avec aussi la présence d'artisans et de producteurs locaux que je salue. Voilà, un territoire, c'est sa diversité. L'arrondissement de Valenciennes est un arrondissement qui est un arrondissement urbain, mais qui a aussi des parties plus rurales. Et donc je souhaitais, par ma présence, montrer aussi tout l'intérêt des pouvoirs publics pour les zones plus rurales, parce qu'elles contribuent également à la richesse de notre patrimoine, à entretenir ce patrimoine, à entretenir nos territoires et permettre à chacune et à chacun d'entre nous, sur ces temps libres, de profiter et d'avoir un peu de loisirs et de le faire dans une nature préservée en plein air. Le message que je ferai passer est un message de sécurité, c'est-à-dire notamment à l'égard des chasseurs, et je sais qu'ils y sont très attentifs. Il faut que les opérations de chasse, mais ça vaut également dans une moindre mesure pour la pêche, se fassent dans des conditions de sécurité pour les participants qui soient maximales. Il y a des règles à respecter pour éviter les accidents. D'ailleurs, la Fédération départementale de la chasse est très engagée sur cette thématique et je l'en remercie. Donc ça sera mon message principal, c'est de bien faire attention aux conditions de sécurité.
ça doit rester un loisir. Et pour que ça reste un loisir, il faut que chacune et chacun puisse en profiter en faisant attention que sa propre activité n'ait pas d'impact sur celle des autres. Les promeneurs, les joggeurs, ceux qui ont des activités économiques et qui doivent se sentir également en sécurité. Et puis pêcheurs et chasseurs, ce sont aussi nos vigies en matière d'environnement, parce que ce sont les plus à même de détecter une surmortalité, une irrégularité, quelque chose de pas normal sur le terrain. Et donc il faut qu'ils nous fassent remonter ce type d'éléments. Bonjour à toutes et à tous, crépinoises et crépinois. Alors nous sommes ici à la salle de la Renaissance à Crépin-Plage pour la collecte de sang ce mercredi 6 août. Alors c'est les vacances, on pense à s'amuser, mais pourquoi pas faire une bonne action en venant donner son sang. Donc c'est l'équipe médicale de l'EFS ainsi que l'association des donneurs de sang de Crépin et des villes avoisinantes qui sont là pour vous accueillir avec notre mascotte Globuli. Donc pour rappel, pourquoi nous sommes là? C'est parce que vous savez, des malades, des accidentés, surtout ici avec les bouchons qu'on a cet été, les accidents ont été nombreux, donc on a des besoins en sang et des besoins aussi pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc il y a besoin de sang et besoin de plasma. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est rester sur des collectes de proximité et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là pour attirer des personnes en bonne santé à venir donner leur sang, parce que pour maintenir des collectes dans les villes, il faut un minimum de 40 donneurs. Vous allez dire, c'est pas beaucoup par rapport au nombre d'habitants à Crépin. Mais on a quand même du mal à les trouver. J'ai commencé avec mon père, donc dans les années 76. Et depuis ce temps-là, moi je suis resté fidèle au don du sang, pour beaucoup de choses. Déjà pour soi, et puis après surtout pour les autres aussi. Donc voilà quoi. Ça paraît particulier, mais voilà. Combien de... 129. 129. Quel message tu pourrais donner, passer, pour inciter les gens à venir donner leur sang? Voilà, ça se passe toujours très bien. On a un questionnaire, on prend ses tensions, et puis après, si on est en bonne santé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en plus, ça va très vite. Là, je suis arrivé au bout, là. Donc, et après, on se repose. Je vous donne rendez-vous aux prochaines collectes. Donc ici c'est au mois d'août, donc on a pensé aussi au mois de septembre, donc le 6 septembre à Saint-Saulve. Ensuite, nous sommes de nouveau le 3 décembre ici à Crépin. Donc là, rendez-vous à la salle des fêtes, qui est très accueillante également. Et puis, j'espère que vous penserez qu'un don, un petit peu de temps de vous, et ça peut sauver 3 vies. Merci beaucoup.
clôture, 10 remerciements. Merci aux commerçants présents lors des marchés nocturnes. Merci Mathieu pour ton travail. Merci à Cathy, directrice du pôle jeunesse, pour la magnifique fête du centre qui avait débuté avec Crépin Plage. Merci à Farida et Sabine pour la tenue du chalet avec le lien avec les associations pendant toutes ces semaines. Merci à vous. Merci à mes élus. Un merci particulier à Christophe et Olivier, toujours présents. À vous deux, merci beaucoup. Franchement, un grand merci aussi à vous, mesdames et messieurs, d'avoir répondu présent pendant ces 6 semaines. Alors, on peut me dire que je fais du populaire, on peut me dire que, voilà, on peut me critiquer, on peut critiquer mon équipe, c'est pas grave. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis heureux de voir des enfants sur Crépin Plage. Pendant que les enfants sont sur Crépin Plage en train de jouer aux jeux gonflables, ils sont pas sur leur portable. Voilà. Et Alexandre le Meunier, géant qui fait notre fierté, vous fera découvrir, partager tout ce qui fait notre identité. Allez Crépin, ce soir c'est la dernière de Crépin Plage, faites de bruit. Si tu ne sais pas, allez les mains. Ou la ville rue du Moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, connu pour son usine de train et sa fontaine de Saint-Landelin. Et sa fontaine de Saint-Landelin. Merci. Eh ben voyons, Milord. Allez, souriez-moi, Milord. Mieux que ça. Allez, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, chantez, Milord. Allez, dansez, Milord.